Tu n'utilises pas les chiffres de Google Ads pour faire ta comptabilité. C'est pas parce que tu mets 5 € que tu vas avoir un achat en plus, c'est pas comme ça que ça marche. En 2023, je crois qu'il y a plus de 50% des parcours d'achat qui se font sur au moins 5 plateformes publicitaires différentes. La puissance de la considération, c'est que dès le début qu'on réfléchit à faire un achat, il y a déjà une option qui est genre préinscrite dans notre panel de choix. Et c'est à ça que ça sert les campagnes de considération. On ne crée pas de la demande avec de la pub, on l'amplifie, donc pas la créer de zéro. Salut Paul. Salut Théo. Merci beaucoup de m'accorder ces quelques petites minutes dans ta journée extrêmement chargée que je connais. Donc tu es le directeur général de Kudak. Ton travail est aussi de piloter les équipes performance. Et donc si je te reçois aujourd'hui, c'est pour discuter d'un sujet qu'on a nommé en interne la doctrine Kudak, et qui va être un sujet plus large sur notre approche de l'acquisition en ligne. Tu as beaucoup contribué à la documentation interne et disons un peu à l'état d'esprit qu'on emploie aujourd'hui pour former les performance managers et pour délivrer le service à nos clients. Il y a un truc qui est très marqué dans ton approche de l'acquisition, c'est ta vision qui a toujours été très macro, un peu par opposition à l'approche par plateforme. Pourquoi est-ce que tu la préfères, cette approche-là ? Cette vision-là, elle vient principalement du fait qu'on a eu beaucoup de cas de personnes qui venaient nous voir, qui avaient un problème, à savoir que sur les différentes plateformes publicitaires, ils avaient des résultats qui étaient bons. Tu regardais le CPA sur Google, il était bon. Tu regardais le CPA sur Meta, il était bon. Pareil pour les retours sur investissement. Mais quand tu regardes le chiffre d'affaires de l'entreprise, il n'est pas en croissance. Il ne se développe pas. Donc, à partir de ce moment-là, tu comprends que l'investissement publicitaire ne remplit pas son rôle, puisqu'on investit de l'argent de base pour faire de la croissance, pour trouver des nouveaux clients. Et en fait, même si les CPA sont bons, on n'a pas la croissance qu'on veut. Donc, c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut systématiquement vérifier que l'argent qu'on met en pub, en fait, il se répercute sur le chiffre d'affaires de la boîte. Donc, c'est pour ça qu'on regarde beaucoup plus, en premier lieu, les indicateurs macro, tout ce qui va pas dépendre directement des plateformes publicitaires, la donnée dont la source n'est pas la plateforme publicitaire, pour simplement savoir si, en fait, l'entreprise suit une bonne trajectoire ou pas. Si son marketing sert à quelque chose ou pas. Ou si c'est une illusion des plateformes et des montants qui sont, des indicateurs qui sont remontés dedans. Ok, donc ça veut dire que le coupable de ce crime-là, ça fonctionne dans les plateformes mais ça fonctionne pas en termes de croissance, c'est le CPA plateforme aujourd'hui. Donc les plateformes qui mesurent mal l'incrément de performance qu'elles apportent. Ouais, mais on peut pas vraiment dire qu'elles mesurent mal, c'est juste l'indicateur qui est mal compris, l'indicateur est mal nommé. Quand on dit coût par achat, en fait si je vous dis que Google ça a un coût par achat de 5 €, et en fait un cerveau normal va l'interpréter comment? Il va se dire, d'accord, ça me coûte 5 €, je donne 5 € à Google et je reçois un achat en plus sur mon site web. Sauf que ça, en fait, ça, c'est faux. Le nom coût par achat laisse penser que c'est ça qui se passe. En fait, c'est pas ça. C'est juste si on fait le rapport entre les conversions dont Google pense être à l'origine et l'argent qu'on a investi, là, c'est ça le CPA. Mais c'est pas le montant que je dois payer à Google pour avoir un achat en plus sur mon site web. Ça, c'est pas vrai, c'est juste la métrique qui est mal nommée, à mon avis. C'est ça qui fait que, parce qu'on pense que, en fait, si on raisonne en se disant, je paye 5 € à Google et je dois avoir un achat en plus, parce qu'on le visionne comme ça, et après, on fait une erreur d'interprétation en se disant, du coup, faut que si je mets plus d'argent, je vais avoir plus d'achats, etc., ce qui ne se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Je pense, le premier coupable, c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture de la situation, où en fait on va juste prendre les indicateurs qui sont dans les plateformes pour argent comptant, et on va les interpréter d'une manière qui est pas fidèle à la réalité. Il y avait une citation qui m'a marqué pendant qu'on était à Dublin la semaine dernière, qui était donnée par un mec en finance chez Google qui disait « To the CFO, the ROS doesn't mean anything ». Moi je me demandais si tu trouvais qu'il y avait quand même une utilité dans ce cas-là. À quoi est-ce qu'elles servent en fait les métriques plateforme, un CPA plateforme, à quoi ça sert? Ouais, je suis totalement d'accord, et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que tu n'utilises pas les chiffres de Google Ads pour faire ta comptabilité. Ça, faut vraiment sortir de ce point de vue-là. C'est ce que je disais, tu dépenses pas, c'est pas parce que tu mets 5 € que tu vas avoir un achat en plus, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, ces chiffres-là, ils ont une importance. Si on parle juste du CPA, c'est une métrique qui va quand même être utile malgré tout pour plusieurs choses différentes. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de comparer des CPA entre eux. Non pas comparer des CPA sur différentes plateformes, ça n'a pas forcément sens, mais comparer des CPA dans le temps. Par exemple, quel était mon CPA au mois de mars, quel est mon CPA au mois d'avril. Il faut aussi garder en tête qu'il peut y avoir des biais qui vont influencer ce CPA. Si votre tracking, il saute, il traque moins bien, vous avez certaines conversions que vous n'arrivez plus à suivre, votre CPA, il va monter. Si aussi vous êtes en train de faire un super mois, votre CPA, il va baisser. Si votre tracking, il double les conversions, il va baisser. Donc voilà, ça vous permet d'identifier des problèmes de tracking. Ça vous permet aussi de voir s'il n'y a pas de problème de tracking, comment évoluent vos campagnes au fur et à mesure du temps. Et aussi, ça peut vous être utile quand vous comparez
plusieurs campagnes différentes, plusieurs ensembles de publicités différents, plusieurs créas différentes. Ça donne quand même un bon indicateur de qu'est-ce qui tendanciellement fonctionne mieux ou pas mieux que les autres. Quelles sont mes meilleures pubs, quelles sont mes meilleures campagnes, mes meilleurs adsets. À ce niveau-là, c'est intéressant de surveiller un peu le CPA dans les plateformes. Mais ça doit toujours se faire dans un second temps. Si je veux faire le bilan du mois qui vient de se passer, je vais regarder comment évoluer mon CPA blended au global. Donc, tout mon investissement marketing divisé par tous mes achats du mois. Ensuite, je vais dire OK, bien, pas bien. Et je vais ensuite vouloir expliquer ça en rentrant plus dans le détail, en regardant le CPA des plateformes, comment il a évolué par rapport au mois d'avant, etc., etc. C'est vraiment un indicateur secondaire. Là-dessus, la question qu'on peut avoir envie de se poser, je pense, à un traffic manager en regardant son mix marketing, c'est d'essayer d'aller comprendre en détail d'où viennent les conversions qu'il observe en blended quand il regarde tous ces chiffres. Et donc là-dessus, il y a une petite confusion qui est souvent faite et dont tu parles souvent, qui est entre les conversions attribuées et les conversions observées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quelque chose qui est extrêmement important. Enfin, on reparlera peut-être un petit peu après de machine learning, mais ce qui est vraiment important, c'est que vous avez besoin de données pour que vos campagnes elles fonctionnent bien. C'est par essence. Le machine learning, c'est une technologie qui fonctionne avec beaucoup de données. Avant, on appelait ça le big data. Maintenant, c'est complètement passé de mode comme appellation, mais c'est la même chose. Dans les grandes lignes, c'est la même chose. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que pour que les algorithmes publicitaires fonctionnent bien, il leur faut de la data. Et vous, en tant qu'annonceur, e-commerçant ou autre, vous avez de la data. Vous avez tous les mois, 2000, 3000, 5000 clients qui passent commande sur votre site. Et la première chose à faire si vous voulez avoir des bonnes performances publicitaires sur Meta, en sachant que vous avez, disons, ces 5000 conversions, ces 5000 achats qui tombent tous les mois sur votre site, c'est de partager des données avec Meta. C'est-à-dire, vous allez dire, mes 5000 clients, ils habitent ici, ils habitent là, etc. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un bon tracking sur les différentes plateformes publicitaires. Et à quoi ça sert le tracking ? Donc, ça va permettre aux algorithmes, des plateformes publicitaires, de voir tous vos clients, en fait, de faire un profiling de vos clients. Et dit, voilà, je prends les 5000 clients de ce mois-ci, je regarde globalement, ils ont quel âge ? Globalement, c'est plutôt des hommes, c'est plutôt des femmes. Globalement, ils habitent dans quel coin, etc., etc. Donc, ça lui permet de mieux saisir qui est votre client type. Donc ça, c'est une utilité du tracking, c'est de permettre aux plateformes publicitaires d'observer ce qui se passe et d'apprendre juste par l'observation de ce qui se passe sur votre site web. Et ça, vous avez tout intérêt à ce qu'il y ait le maximum de conversions qui soient observées. Ça permettra à l'algorithme de mieux apprendre et d'apprendre plus vite. Et après, ça, c'est les conversions observées. Et dans les conversions, toutes ces conversions-là qui sont observées, en fait, c'est des conversions qui sont traquées, on va dire, et généralement, toutes les conversions qui sont traquées, on va les ranger dans deux catégories. Soit la conversion, elle est juste observée, c'est-à-dire qu'on regarde de loin et Meta ou Google ou n'importe quelle plateforme n'a pas eu de rôle joué là-dedans, soit elle est attribuée. Soit Google ou Meta dit, cette personne-là, je la reconnais, je sais que je lui ai montré ma pub, qu'elle a cliqué dessus, etc. Donc, c'est grâce à moi que cette personne, elle a acheté. Donc, c'est pour ça que quand tu as un bon tracking, tu as d'une part les conversions attribuées, et c'est ça qui va servir au calcul du CPA, et tu as d'autre part les conversions observées. Et donc, simplement, c'est important de prendre en compte que il faut que tu aies le maximum de conversions observées au total, parce que plus l'algo il a de données pour observer, plus il apprend vite. Et c'est ça qui est très important. D'accord. Et comment ça marche, l'attribution ? Et en fait, l'attribution, alors ça va généralement pas mal dépendre, mais en gros, si, disons, Meta envoie 1000 conversions, lui, vous lui dites j'ai 1000 conversions, il va regarder dans les 1000 conversions, ok, je vais prendre toutes les adresses email, et ensuite je vais prendre tous les gens à qui j'ai montré une pub, et je vais regarder leur adresse email. Déjà, avec ça, il va faire un rapprochement. Et là, il va dire, potentiellement, cet utilisateur qui est chez moi, qui a cliqué sur ma pub et qui a telle adresse email, et je vois aussi qu'il a fait tel achat suivant tel jour après que je lui ai montré la pub et qu'il ait cliqué dessus. Et voilà, et là, je vais me dire, j'arrive à capter que c'est la même personne. Donc, si la personne, je vois que c'est la même personne, qu'elle a fait un achat soit 7 jours après avoir cliqué sur ma pub, soit un jour après avoir juste vu ma pub, là je parle pour Meta, il va dire ok, ça c'est grâce à moi. En sachant que il y a aussi une autre partie, donc ça c'est vraiment où il va vraiment se baser, il va faire un matching. Il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que parfois il n'a pas l'information, il n'est pas certain que c'est la même personne, mais il va quand même modéliser, c'est-à-dire qu'il va faire une estimation avec des modèles probabilistes de
Je pense qu'il y a aussi peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 personnes en plus que j'arrive pas à remapper, mais je suis sûr qu'elles ont acheté. Et donc, il va aussi les compter dans les conversions qui s'attribuent. Voilà. Et ça, il faut savoir par contre que le côté individuel de telle conversion elle est attribuée, pas attribuée, etc., ça, c'est entre guillemets la sauce interne de Meta. Mais nous, on n'a pas accès à cette info-là. Nous, tout ce qu'on voit, c'est des volumes. On voit, il y a tant de conversions qui sont attribuées ce mois-ci. Et donc, le modèle d'attribution standard, c'est 7 jours clic, 1 jour vu sur Meta. On peut jouer avec, mais il faut aussi prendre en compte que si on joue avec, ça va changer ce que vous demandez à l'algorithme. Si vous demandez, je veux que ce soit que 1 jour après le clic, en fait, il va se dire, si le gars, il achète pas dans la journée, c'est même pas la peine que je lui montre la pub. Donc, ça va changer aussi le comportement de l'algorithme, généralement pas pour le mieux, mais au contraire, plutôt pour le moins bon, quoi. Et est-ce que c'est un intérêt d'essayer de s'engager dans essayer d'obtenir une réponse à la question de l'attribution entre les régies publicitaires, de savoir si une conversion elle vient plus à Google, plus à Meta, plus à TikTok, et est-ce que c'est possible de modéliser ça de façon correcte? Alors ça, c'est une très très grande question, la question de l'attribution et du MMM. En fait, voilà, la question qui se cache derrière ça, c'est combien je dois mettre à quel endroit. En fait, c'est ça la question que à laquelle tout le monde a envie d'avoir la réponse. Et alors, il y a beaucoup de solutions sur le marché qui permettent de faire de la réattribution, de dire, en fait, non, c'est des boîtes indépendantes qui vont dire, moi, je vais faire ma sauce interne, etc., pour dire que, en fait, il n'y a pas 50% des conversions qui viennent de Google, en fait, c'est 35%, et puis, en fait, il y a un peu plus de méta, peu importe. Et puis, on va pouvoir jouer avec différents modèles d'attribution et dire, si je regarde le premier point d'entrée du client, ou alors son dernier point d'entrée, bref. Bon, toutes ces choses-là, moi, personnellement, j'en suis pas du tout client, pour beaucoup de raisons. Premièrement, parce que c'est généralement pas très transparent au niveau de la manière dont ça fonctionne. Et deuxième raison, parce que généralement, c'est quelque chose qui ne mène pas à une prise d'action par la suite. On va observer, on va dire, ah oui, Google, ça marche mieux que les autres. Et du coup, il faudrait qu'on baisse les autres, mais on va pas baisser les autres parce qu'on sait que si on baisse les autres, on va faire moins de chiffre d'affaires. Donc à la fin, c'est beaucoup de blabla, entre guillemets, si je puis me permettre, pour peu d'actions qui sont prises derrière. Donc voilà, c'est ça qui fait que tout ce qui est modèle d'attribution, personnellement, j'en suis pas très fan. Il faut savoir aussi que ça, c'est une donnée officielle de Google. En 2023, je crois qu'il y a plus de 50% des parcours d'achat qui se font sur au moins 5 plateformes publicitaires différentes. Enfin voilà, c'est pour que tu comprennes aussi la taille du casse-tête que c'est de dire, ah bah oui, lui en fait c'est ça, à partir du moment où quelqu'un est passé sur 5 plateformes publicitaires, est-ce que ça a encore de sens de dire, bah ouais, lui c'est un client Google, lui c'est un client Meta? En fait, ça ne correspond à aucune réalité. Une fois que je dis ça, qu'est-ce que on peut trouver pour réussir à savoir quel investissement est pertinent ou pas? Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a une grosse analyse à faire au sein de la plateforme. Il y a beaucoup de métriques qui peuvent nous donner des indices sur est-ce qu'on dépense trop ou est-ce qu'on dépense pas trop sur telle ou telle plateforme. Mais bon, ça c'est vraiment, on rentre un peu dans le technique. Et ensuite, ce qui est très important aussi, que nous on fait avec tous nos clients maintenant de manière quasi systématique, c'est que c'est bête, mais tous les clients qui vont acheter sur notre site web, on va leur demander d'où est-ce que vous venez. En fait, on va sonder nos nouveaux clients. On va dire, voilà, dans tous mes nouveaux clients, il y en a tant de pourcents que j'ai grâce à tel canal, tant de pourcents que j'ai grâce à tel canal. Ils vont nous dire où est-ce qu'ils nous ont découvert. Et grâce à ça, ça nous permet de calculer, en fait, de faire un ratio, de dire, imaginons que j'ai 50% de mes clients qui viennent de YouTube, mais qu'en fait, je dépense que 20% de mon budget sur YouTube, peut-être qu'il est temps que je mette un peu plus d'argent sur YouTube. C'est un exemple. Donc en gros, l'objectif principal d'une enveloppe publicitaire, ça doit rester avant tout de faire progresser les métriques macro d'un business, donc les nouveaux clients, le retour, le ROMI, Return on Marketing Investments. Comment est-ce qu'on utilise les outils publicitaires à disposition pour remplir cet objectif? Un truc qui est très important, je pense, qui n'est pas forcément clair pour tous les annonceurs, c'est que faut vraiment avoir une vision input-output. Ça veut dire quoi? Un terme un peu barbare. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir la pub et les leviers d'acquisition payants, Facebook Ads, Google Ads, etc. C'est comme une usine où on rentre des matières premières. Là, c'est nos ressources, notre budget marketing. Et l'output, ce qui est censé ressortir, c'est des achats en plus. Et déjà, ce qui est très important, c'est de se dire que quelqu'un qui est déjà client chez vous, il y a plein de manières qui vont vous coûter pas très cher de faire en sorte qu'il achète à nouveau. Vous pouvez faire du mailing, vous pouvez faire tout ce qui est nurturing, ça va vous permettre de faire en sorte que celui qui est déjà votre client, il entende parler de vous et puis il ait envie d'acheter à nouveau chez vous. Donc pour moi, les plateformes publicitaires, leur vocation principale, c'est pas juste de déclencher des achats, de vous rapporter du chiffre d'affaires, c'est plus que ça,
de vous apporter des nouveaux clients. Parce que je veux dire, voilà, si je suis déjà client chez telle ou telle marque, j'ai pas vraiment besoin de voir une pub qui aura coûté cher pour réacheter. Il y a d'autres leviers qui sont moins chers et qui vont être plus impactants. Donc voilà, cette logique de input-output, ça te pousse à te dire, OK, il faut que l'argent que j'utilise, ce que je vais donner à ces différentes boîtes tech, il faut qu'elles me rapportent le plus de nouveaux clients possible. Et en fait, ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est, alors il y a certes toute une expertise technique à avoir, quelle campagne utiliser, quel type de fonctionnalité dans les campagnes utiliser, quel contenu utiliser, ça c'est très important. Et ça, c'est un peu le rôle des spécialistes de ce métier-là. Mais je pense que le plus important, c'est de se mettre vraiment à la place de quelqu'un qui est un client cible, et de se dire, OK, où est-ce qu'il passe son temps d'un point de vue digital, où est-ce qu'il est présent, où est-ce qu'il donne de son attention. Et le but, c'est d'être présent sur ces différents endroits où lui, il va être présent, lui. Par exemple, je dis une bêtise, mais il se réveille, il va ouvrir Instagram, il faut que je sois présent sur Instagram. Ensuite, il va marcher pour aller en cours ou je sais pas où pour aller étudier, il écoute un podcast, et je vais faire de la pub sur Spotify pour qu'il entende parler de moi. Après, lui, le soir, il va rentrer chez lui, il va regarder une vidéo YouTube, je suis présent sur YouTube. En fait, il faut vraiment c'est comme ça, je pense qu'il faut utiliser les publicités payantes. Il faut être capable à la fois de dézoomer très fort et de se dire, OK, quel est le ratio entre ce que j'investis en marketing et le chiffre d'affaires et comment il évolue et mon nombre de nouveaux clients. Et en même temps, il faut être capable de zoomer de très près sur mon client et de lui dire, OK, comment je fais en sorte d'être présent toujours de manière très pertinente là où ce client donne son attention. Même si parfois, on va pas voir directement le ROI, on va pas être capable de le traquer directement. Je pense à Spotify par exemple, c'est très difficile de traquer exactement le ROI de Spotify. Mais par contre, quand on demande aux clients qui nous ont découvert, avec certains cas de clients avec lesquels on bosse, on leur demande comment vous nous avez découvert, il va y en avoir de plus en plus qui vont dire Spotify. Donc de loin, de vue de haut, il faut être capable de maîtriser les métriques macro. De près, quand tu zoomes, il faut être capable d'être présent et d'offrir une très bonne expérience à ton client type. Et c'est ça qui fait à la fin que ton budget il est rentabilisé et que tu as vraiment fait venir des nouveaux clients dans ton business. Après, bien sûr, il y a un sous-entendu que j'ai pas mentionné, mais il faut de base avoir une entreprise qui marche bien, qui est plutôt attirante, qui est plutôt convaincante. Je veux dire, si votre site il rame, il fonctionne pas, on a l'impression que c'est un scam et tout ça marche pas. Enfin, je veux dire, quand on met en avant quelque chose, il faut qu'on mette en avant quelque chose de quali, parce que sinon, si on met un truc qui ne pas quali en avant, ce sera pas quali quoi qu'il arrive le résultat derrière. Donc, pour répondre à ta question de base, comment on utilise les outils publicitaires pour trouver des nouveaux clients, en fait, ce qui est important, il y a plusieurs choses. Il y a, comme je disais, l'expertise technique. Il faut maîtriser chaque plateforme. Il y a la connaissance des nouveautés aussi. Par exemple, je donne un exemple tout con, mais Partnership Ads sur Meta, c'est bien d'être direct sur cette nouveauté, de ne pas perdre de temps, de ne pas prendre de retard face à la concurrence. Ça, généralement, c'est un travail que les agences font bien parce qu'elles sont beaucoup en relation avec les différentes plateformes publicitaires. Et ensuite, il y a un truc qui est important que moi, j'appelle les Advertising Platform Compliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, il faut s'aligner avec les guidelines que les différentes plateformes publicitaires vont vous demander. Un exemple tout bête, si en fait vous faites du shopping, du Google Shopping, c'est important que vous ayez un flux catalogue qui est nickel. Il n'y a pas d'erreur, ça va pas renvoyer vers des pages, des liens cassés et tout, parce que ça facilite pas le travail de Google, et vous, ce que vous voulez, c'est lui faciliter le travail. Dès qu'il y a une information qui se met à jour sur votre produit, vous voulez que ce soit mis à jour dans Google. Bref, c'est important d'être réglo, d'être carré, de donner toujours les bons outils, la bonne matière première aux algorithmes publicitaires. Et ça fait que derrière, on a beaucoup plus de chances de performer que si on le fait vite fait comme ça, avec un truc qui marche pas trop. Voilà, donc pour utiliser au mieux tous les outils publicitaires, là, et généralement, il faut passer par quelqu'un qui a eu de l'expérience sur ces milieux-là, donc un freelance, une agence. C'est difficile de faire ça soi-même généralement. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu dans le détail de ce que ça veut dire être compliant donc avec les guidelines publicitaires sur Google et sur Meta? Est-ce que c'est des produits publicitaires qu'il faut utiliser en particulier? Si oui, comment? Écoute, pour ce qui est d'être compliant, si je commence par Google, je pense que ce qui est important, c'est déjà d'être présent sur le search de la bonne manière. Alors ça, c'est valable pour tout, mais en fait, déjà, il y a tout le volet tracking qui est vrai pour Google et pour Meta. Il y a tout ce qui est Conversion API, CAPI chez Meta. Chez Google, il y a tout ce qui est Consent Mode, qui est très important aussi. En gros, Google veut s'assurer que toutes les données qu'ils utilisent pour travailler sont des données pour lesquelles on a récupéré le consentement.
Donc le consent pod, c'est comment dire, je sais pas exactement comment le décrire, mais c'est quelque chose qui va permettre à Google de s'assurer que toutes les données avec lesquelles ils travaillent, ils ont bien reçu un consentement. Enfin, le consentement a bien été prélevé pour utiliser cette donnée, donc ils sont safe du point de vue de la loi. Donc ça, c'est un truc qui est très important. Conversion API côté Meta, en fait, c'est une API de conversion qui permet en fait de remonter plus de données à Meta. Ça fait déjà un moment que c'est actif, mais c'est un incontournable aujourd'hui. Donc ça, c'est le volet tracking. Ensuite, si on rentre un peu plus dans chaque plateforme, sur Google, ce qui est très poussé en ce moment, c'est ce qu'on appelle le power pairing. En gros, c'est le fait de faire un mix entre des mots-clés larges qui vont, d'après Google, permettre d'aller trouver des opportunités qu'on n'a pas forcément saisies. Parce qu'il y a beaucoup de requêtes, il y a de plus en plus de requêtes qui sont un petit peu sur Google, qui sont beaucoup plus des longues requêtes qui ont plus de 5 mots. Donc, le fait d'avoir d'un côté des mots-clés larges va permettre d'aller trouver ces requêtes-là. Et de l'autre côté, PMax, Performance Max, donc qui est le nouveau type de campagne de Google, c'est relativement nouveau, mais qui en fait est plus automatisé qu'avant. Généralement, ça va faire beaucoup de shopping, un peu de search, un petit peu de YouTube. Quand vous faites une PMax, c'est ça un peu le mix. Mais dans les faits, c'est beaucoup de shopping. Voilà, le power pairing, c'est le fait de faire des mots-clés larges et du PMax. Quand même, petit disclaimer, c'est les guidelines poussées par la plateforme. C'est pas forcément une solution qui marche pour tous les annonceurs. Faut pas l'appliquer de manière bête et méchante. Il faut par contre tester si ça fonctionne pour nous ou pas. Quand on a un client donné, faut pas être dogmatique, mais il faut pas non plus dire ok, c'est que ça qui marche, je vais faire ça et c'est tout. Il y a ça. Ensuite, si on remonte un peu plus haut dans le funnel côté Google, il y a aussi toutes les campagnes demand gen, c'est-à-dire qu'il y a un inventaire publicitaire sur YouTube qui est très largement sous-exploité. Il y a beaucoup de place sur YouTube. Il y a beaucoup d'attention aussi. Il y a énormément d'utilisateurs de YouTube, en France en particulier, mais pas que en France. Je crois qu'il y a 20 millions d'utilisateurs actifs daily et 40 millions d'utilisateurs actifs monthly. Et en plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui regardent YouTube sur leur écran de télévision. Donc en fait, c'est comme faire de la pub sur la télé, donc c'est hyper intéressant pour ça, YouTube. Donc ça, c'est beaucoup tout ce qui est campagne demand gen, qui va permettre d'aller toucher beaucoup plus de gens et, comme je te disais, d'être présent là où les gens ont leur attention. Bref, ça c'est de manière assez sommaire, c'est les guidelines côté Google. Côté Meta, il y a Conversion API, il y a toutes les campagnes Advantage Shopping Plus, et des campagnes plus upper funnel qui, là aussi, un petit peu à l'instar de Demand Gen, permettent de toucher plus de monde. Voilà, donc je rentre pas forcément dans les détails parce qu'il y a beaucoup de trucs en fonction des spécialités, les spécificités du business, ça peut changer. Et puis il y a aussi tout le côté, en fait, ces plateformes, elles aiment beaucoup qu'on leur laisse plus de marge de manœuvre dans les textes, dans les visuels, etc., etc. Voilà, oui, il y a aussi le côté, tout simplement, la question des placements. Si vous lancez une campagne juste avec un format carré 1/1 comme ça, en fait, vous allez quand même être diffusé en story, mais vous allez diffuser un carré avec des bandes pas très jolies en haut et en bas. Alors que vous avez totalement intérêt à mettre bien des formats story quand on est en diffusion story, même des formats larges quand on diffuse sur des placements larges. Bref, ça on n'est pas obligé, mais voilà, ça c'est un autre truc de compliance qui est très important. Puis j'ai pas parlé sur Google aussi de toute la partie shopping, mais là encore, avoir un flux produit qui est impeccable, c'est super important. Nous, on bosse souvent avec une boîte qui s'appelle Channable, qui permet de faire ça de manière nickel. Donc bref, il y a beaucoup de choses à dire. Là, j'ai donné une overview globale, mais selon les cas particuliers, il y a beaucoup de choses à faire. Et les conversions offline aussi. Bref, il y a beaucoup d'autres trucs dont on pourrait parler, mais bon, on va s'abstenir pour aujourd'hui, je pense. Ok. Alors reprenons un petit peu de hauteur. Un des profils d'annonceurs qu'on reçoit souvent chez Kudak en tant que prospect, ce sont des annonceurs qui dépensent trop en campagne de conversion. C'est une des erreurs constatées et qui plafonnent en fait, qui essaient à chaque fois d'augmenter leur budget. Ça fonctionne pas pour leur permettre d'acquérir des nouveaux clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ce genre de cas se produit, quelles sont les causes communes et comment est-ce qu'on pète ce plafond? Bien sûr, effectivement, c'est vrai que c'est très récurrent comme cas. En fait, pour le comprendre, il suffit de se poser un petit peu sur les campagnes qu'on a le plus en bas du funnel, c'est-à-dire le retargeting. Le retargeting, si je schématise, c'est fait pour montrer des pubs aux gens qui sont passés sur votre site web. Sauf qu'il y a un nombre fini de personnes qui sont passées sur votre site web. Il y a par exemple, je sais pas, imaginons 20 000 personnes qui sont passées le mois dernier sur votre site web. Si vous allez les retargeter, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez mettre un certain budget, vous allez donner un certain budget, je sais pas, à Meta par exemple, pour recibler ces gens-là. Donc très bien, vous ciblez ces personnes-là, et ça vous permet d'acheter des impressions qui vont permettre s'il y a 20 000 personnes, peut-être vous allez faire 2000 impressions sur le mois. Donc vous allez montrer 200 000 pubs à 20 000 personnes.
Une personne voit en moyenne 10 fois votre pub sur le mois. Bah, pourquoi pas, ok. Et ces 200 000 impressions, elles vont donner lieu à tant d'achats, je sais pas combien, peut-être, disons au hasard, 100 achats. Donc, à partir de ce moment-là, on a à peu près une équivalence. Voilà, j'ai tant de visiteurs, je leur montre tant de pubs et ça me fait à peu près tant d'achats à la fin. Sauf que il y a une limite physique, c'est que sur un nombre fini de personnes, vous pouvez pas vendre un nombre sans cesse croissant de produits. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez forcément sur tous les gens qui passent sur votre site, vous pouvez avoir un taux de conversion de 3%, de 4%, de 5%. Vous allez rarement avoir 10, 20, 30, 50 personnes à 50% de taux de conversion sur son site web. Il y a un plafond, en fait. Il y a un truc qu'on peut pas vendre, voilà. Et quand bien même quelqu'un arriverait à 100% de taux de conversion, on peut pas vendre à plus que tous les gens qui sont présents sur le site web. Et donc ça fait que, au bout d'un moment, quand on a un petit peu atteint le maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de ventes qu'on pouvait déclencher, parce qu'on est déjà partout, tout le monde nous voit sur nos pubs, bah, au bout d'un moment, en fait, le nombre de ventes qu'on va sortir en output, il va pas bouger, ou très peu bouger, alors que vous allez continuer à mettre plus de budget, vous allez investir plus. Donc ça fait un input de plus en plus gros, un output qui ne change pas de taille. Donc si vous faites votre calcul de CPA, bah, en fait, le nombre d'achats, il reste toujours le même, mais le numérateur, le budget, lui, il augmente, bah, ça fait quoi? Ça fait que votre CPA, il va faire que augmenter. Parce qu'en fait, vous avez une audience de taille finie sur laquelle vous essayez de pousser un budget qui est toujours plus grand. Et ça peut pas marcher. Ça va forcément faire que vous avez des rendements décroissants. À la fin, la conversion en plus, elle vous coûte une somme astronomique. Donc ça, c'est le problème. Il vaut pour la campagne de retargeting. Bon, là, c'est simple à comprendre. Le truc qu'on a un peu plus de mal à comprendre, c'est que sur la partie campagne de conversion, c'est exactement le même principe qui se passe. Parce qu'on a tendance à croire que quand on fait campagne d'acquisition, retargeting, qu'en fait, retargeting, c'est les gens qui sont passés sur notre site web, enfin, grosso modo, et acquisition, c'est les gens qui ne sont pas passés sur le site web, donc tous les autres. Sauf qu'en fait, il faut bien comprendre que l'algorithme publicitaire, il est malin et bête à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous demandez à l'algorithme publicitaire de générer des achats, bah, ce qui se passe, c'est que il va chercher des gens qui peuvent faire un achat. Il fait ça sur la base des gens qui ont déjà converti dans le passé. Donc, en fait, si il estime que vous n'avez aucun potentiel de faire un achat sur ce site web, il va jamais vous montrer la pub. Donc, en fait, c'est le même mécanisme, mais à plus grande échelle, qui se passe sur la partie conversion. C'est qu'en fait, on a un nombre fini de personnes que l'algorithme estime susceptibles de passer à l'achat. Et sur ce nombre fini de personnes, on va investir toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. Et donc, ce qui fait qu'on va toujours avoir la même chose, qui est le CPA qui gonfle, avec pas de résultat en face, pas plus de conversion. Et ce truc-là, on l'a pas inventé, on l'observe, c'est visible dans les chiffres. Il suffit de regarder sur Meta, un truc qui est assez simple à faire. Il faut regarder pas juste le CPM, parce que le CPM, globalement, plus vous investissez, il est à peu près tout le temps le même. Mais il faut regarder le CPM-U, nous on l'appelle comme ça, le coût pour 1000 impressions uniques. En fait, c'est le coût pour 1000 reach, pour 1000 personnes touchées. Et vous le calculez, vous regardez son évolution dans le temps. Et généralement, si vous êtes dans un moment où vous investissez plus dans le temps et que vous voyez que votre CPA, il fait que gonfler, vous allez voir en parallèle que votre coût pour 1000 impressions uniques, il suit à peu près la même tendance. Parce que vous n'arrivez pas à toucher plus de gens que vous avez déjà touchés. Donc forcément, vous n'arrivez pas non plus à faire plus d'achats que vous avez déjà fait. Alors que vous investissez plus. Donc votre CPA devient moins bon. Et la solution pour ça, bah, elle est simple, et beaucoup de gens n'aiment pas cette solution-là, mais c'est pourtant ce qui marche, c'est d'aller toucher plus de monde avec des campagnes plus haut de funnel, de type considération. Mais malheureusement, on ne peut pas y couper, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Si c'est ça, on va juste dépenser plus en conversion, mais toujours on va plafonner, et on va toujours rester dans l'impasse. Donc ce côté-là de considération, il est très important. C'est lui qui va nous permettre de toucher plus de monde, et donc de faire plus d'achats, et donc de dépenser plus, en ayant un coût par conversion global, blended, qui est à peu près stable. Évidemment, si on traque les résultats de la campagne de considération, qu'on regarde le CPA de la campagne de considération, bah, il va pas être bon, et donc ça va faire peur, mais en même temps, ce n'est pas son but. C'est une campagne de considération. Si son but c'était de faire des achats, on l'appellerait campagne de conversion. Donc son but, c'est de ramener des gens dans les cercles les plus proches des gens susceptibles de convertir par la suite. Donc c'est normal aussi qu'une campagne de considération n'ait pas de bon CPA. Et le but, c'est qu'on s'y retrouve au global, et que le CPA blended, quand on mélange tout, il reste stable dans le temps quand on investit plus. C'est ça qu'on appelle scaler, quoi. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une campagne de considération d'un point de vue donc des fonctionnalités publicitaires que tu vas utiliser, les produits, et peut-être le discours, la façon de s'adresser aux clients, aux prospects?
versus une campagne de conversion, pardon. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire campagne de considération. Il faut faire la différence entre notoriété, qu'on appelle aussi awareness, et considération. Pour moi, c'est vraiment pas la même chose. Quand on fait une campagne d'awareness, le but c'est d'aller trouver des gens qui ne savaient pas qu'on existait et de leur dire voilà, on est telle marque, on existe. Quand on fait de la considération, c'est pas ça. Ce qu'on a envie de faire, c'est de transformer des gens qui nous connaissent de nom, mais nous connaissent de manière lointaine, en des gens qui pourraient potentiellement envisager d'acheter chez nous, qui nous considèrent comme une option d'achat pertinente. Imaginez que demain, vous avez super chaud, vous avez besoin de vous rafraîchir. Vous vous dites forcément, bon, quelle boisson pourrait être rafraîchissante ? Ouais, de l'eau, mais encore, je suis dans un autre pays, je connais pas trop les marques d'eau et tout. Et un Coca-Cola. Bah, c'est vrai que oui, je pourrais prendre un Coca. Bah, je vais voir s'il n'y a pas autre chose, mais je pourrais prendre un Coca. En fait, dès le début, la puissance de la considération, c'est que dès le début qu'on réfléchit à faire un achat, il y a déjà une option qui est genre préinscrite dans notre panel de choix. Et c'est à ça que ça sert les campagnes de considération. C'est qu'au moment où on a un besoin qui arrive, et ben en fait, l'option, elle est déjà d'emblée inscrite dans les différentes options que la personne va considérer. Donc c'est à ça que ça sert la considération. Et tu me demandais en termes de campagne publicitaire, quels outils sont pertinents pour ça. Il y a tout ce qui est campagne de vue de vidéo sur Meta. Nous, on en utilise de plus en plus. Pas trop les campagnes de trafic, parce que généralement, on constate que c'est pas forcément quali du tout comme trafic, donc ça, on évite. On fait un peu de campagne de couverture aussi, un petit peu, mais ça, c'est plus notoriété, mais le gros focus, c'est surtout vue de vidéo. Côté Google, c'est énormément de demand gen qui est justement qui est fait pour ça en fait. C'est dans le nom, ça s'appelle demand gen parce que le but c'est d'aller faire essentiellement du YouTube, il n'y a pas que ça, mais essentiellement du YouTube pour ensuite générer de la demande de gens qui se disent bah ouais, cette marque elle peut être pertinente pour moi. Donc voilà, ça peut être très important, enfin c'est des bons outils pour faire de la considération. Et au niveau des messages, la posture qu'il faut avoir, c'est simplement, il faut être alléchant, j'ai envie de dire. Faut faire en sorte de donner une image positive de la marque à notre prospect. Donc on n'est pas là pour lui dire tiens, achète, c'est pas ça. On a envie de se montrer sous un jour positif, sous quelque chose qui peut parler à notre client, qui peut lui donner une bonne image de nous et qui va se dire ouais, j'aime bien cette marque. Et le jour où il réfléchira à acheter, il pensera à nous. C'est quoi le bon moment pour faire une campagne de considération ? Le bon moment, c'est en fait quand tu as saturé les étapes, les niveaux inférieurs. Si tu commences la pub, il faut que tu commences la pub sur ce qu'on appelle en anglais, je n'ai pas de meilleure traduction en français, mais les low hanging fruit. Donc c'est comme si vous êtes dans vous avez un beau figuier devant vous. Vous n'allez pas commencer par chercher la figue qui va vous demander de faire 3 mètres d'escalade. Vous allez prendre celle qui est toute mûre, vous avez juste à prendre votre main et la récupérer comme ça. C'est la même chose quand on commence à faire de la pub, que ce soit pour bien guider les algorithmes ou pour avoir des résultats rapides. Il faut se commencer par tout ce qui est bas de funnel. Donc ça peut être ça peut être du retargeting sur Meta, ça peut être un peu de search, un peu de shopping ou de PMax sur Google. Ça généralement ça peut fonctionner assez rapidement. Il y a aussi toute la partie CRM, donc emailing avec Klaviyo, etc. Faut mieux commencer par là. Une fois qu'on a bien fait notre retargeting, là on attaque la conversion, on investit plus sur la partie conversion, très bien, jusqu'au moment où on augmente les investissements et on se rend compte qu'on a un plateau. On voit un petit peu les phénomènes que je t'ai dit, on voit qu'en fait le coût par 1000 impressions uniques sur Meta, il arrête pas il grimpe alors qu'on n'a pas plus d'achats. Et une fois qu'on a cette situation qui est caractéristique, là on se dit ok, j'ai besoin de toucher plus de monde que les gens que je touche déjà aujourd'hui. Et là c'est là que c'est le bon moment pour faire de la considération. Donc tu fais de la considération à partir du moment où sur l'échelle en dessous, sur la partie conversion, t'es déjà blindé, t'as déjà mis tout l'argent que t'estimes pouvoir mettre à ton stade de notoriété actuel sur cette partie-là. Parce qu'évidemment, ça dépend, je ne l'ai pas dit, mais ça dépend énormément du niveau de notoriété que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas si Jacquemus fait les campagnes, je sais pas, sur les campagnes publicitaires de Jacquemus, tu peux permettre de dépenser beaucoup plus en conversion que sur ta marque que tu viens de lancer il y a 6 mois. Donc voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Très clair. Donc ça, c'est un des profils d'annonceurs qui plafonnent, donc ceux qui n'acceptent pas de sortir de la zone restreinte dans laquelle ils sont, qui sont les gens qui sont susceptibles de convertir directement. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais, il y en a d'autres, mais parfois ça peut aller ensemble. Un autre profil qui généralement peut poser problème, c'est l'annonceur qui a tendance à voir un petit peu les pubs sur Meta comme quelque chose d'extrêmement technique. En fait, là, ça fonctionne pas parce que en fait, on a telle audience lookalike
qui a été désactivé, du coup ça a complètement transformé l'algorithme, ou alors il faut changer les budgets uniquement une fois par semaine, ou on va se focus énormément sur la partie technique en négligeant l'aspect utilisateur final, client final, voilà, on va négliger cette partie analyse et on va être plus focus sur le fait de réagir, le fait de lancer des actions, etc. Et on va en attendre des résultats, alors que ce qui crée les résultats quand on fait de la pub sur Meta, c'est pas les actions, les micro-actions techniques, c'est les parties pris que vous avez de base. C'est votre structure globale de campagne, c'est vos contenus, c'est ça qui fait qu'on a des bons résultats ou pas. C'est votre timing aussi, la saisonnalité, on n'en a pas parlé, mais investir au bon moment, ça fait une différence. Mais c'est pas le fait de bouger de temps le budget, de bouger de temps l'audience. Voilà, faut éviter d'être trop micro dans le pilotage des campagnes, à condition que ce soit bien fait de base. Après, il y a un autre profil encore, c'est le profil de l'acharné. C'est-à-dire que c'est la personne qui a pas forcément qui a pas trouvé son product market fit. En fait, concrètement, qui vend pas ou peu de son produit actuellement. Et parfois, ça arrive même avec des personnes qui ont des gros budgets, et c'est là que c'est dangereux. Et donc, ils n'ont pas encore établi ce product market fit et ils attendent de l'établir grâce à la publicité payante. Mais ça marche une fois sur 50. On ne crée pas de la demande, à mon avis, avec de la pub. On l'amplifie, ça, oui, bien sûr. Mais on ne peut pas la créer de zéro. Et donc, le problème avec ces profils-là, c'est qu'ils attendent un petit peu que tout vienne des campagnes publicitaires, chose qui n'arrive jamais. Et donc voilà, et très souvent, en fait, quand on plafonne sur les campagnes publicitaires, il faut être capable de prendre un peu de recul, un peu de distance, et d'aller regarder, déjà de prendre du recul sur l'offre qu'on a. Peut-être que l'offre, elle a des défauts, elle a des choses qu'on peut améliorer pour qu'elle soit plus alléchante. Et il faut prendre aussi du recul sur notre manière de faire au global. Est-ce qu'on se focus vraiment sur les bonnes choses? Et par exemple, voilà, si vous attendez énormément des résultats des campagnes, mais vous faites aucun effort sur vos contenus, vous passez complètement à côté du sujet. Et donc voilà, ça c'est un cas aussi qui est fréquent et qui fait que ça peut ne pas fonctionner. Un autre, on en a parlé déjà, mais un autre cas qui est très fréquent, c'est de toutes les personnes qui ne raisonnent que par le marketing traqué. Alors, est-ce qu'il y a des conversions traquées? Oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Et voilà, ça, généralement, ça mène dans l'impasse parce que une des raisons pour lesquelles beaucoup d'annonceurs sont bloqués, ils n'arrivent pas à dépenser plus, c'est parce que ils investissent à fond sur le bas de funnel. Pourquoi? Parce qu'ils disent mon CPA est bon, je continue d'investir. Et ils remettent jamais ça en question. Ça, c'est un vrai problème et c'est une impasse. Ça fait qu'il y a des boîtes qui restent pendant des mois, parfois des années dans l'impasse parce qu'ils sont prisonniers du CPA dans la plateforme. Il faut CPA, 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 CPA sans regarder la top line, le CA, qu'est-ce que ça progresse ou pas. Ça, c'est un autre cas qui pose vraiment problème. On n'a pas parlé de lead gen. Oui. On peut peut-être faire le même exercice sur les erreurs, les profils. C'est vrai que le lead gen, c'est un petit peu différent. Pas forcément très différent, mais un petit peu différent. Après, il y a beaucoup de cas particuliers très différents en lead gen, mais je pense un truc qu'on peut dire en tout cas sur la lead gen qui est vachement important, c'est tout ce qui est conversion offline. C'est-à-dire que c'est bien quand on fait de la lead gen de pas uniquement dire à Meta, voilà, telle personne, elle a laissé ses coordonnées, c'est un lead, voilà, super, bravo, top là, et on en reste là. C'est bien aussi de mettre en place ce qu'on appelle les conversions offline. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez obtenu un prospect grâce à la pub sur Meta, donc la personne laisse son numéro de téléphone, vous avez un commercial dans votre équipe qui va rappeler la personne, il va faire son call avec la personne, et à la fin, il va dire est-ce que la personne était qualifiée ou pas. Et là, ce qui est très intéressant avec la conversion offline, c'est il y a quelque chose qui s'est passé hors ligne, donc un coup de téléphone. Ce qui est important, c'est de prendre cette conversion-là. Imaginons la personne, elle a acheté suite à l'appel avec le client, avec le commercial. Ce qui est intéressant, c'est de donner l'information que le prospect a finalement acheté, de la renvoyer à Google ou à Meta, et de lui dire, regarde, tu vois cette personne que tu m'as envoyée là, ok, déjà c'était un lead, c'était bien, mais c'est encore mieux, c'est un client parce qu'il a acheté chez nous. Et ça va permettre d'affiner beaucoup plus le ciblage quand on fait de la lead gen et de faire en sorte que, en fait, l'algo est capable de plus en plus de faire la différence entre un client qui achète et un client qui a en fait un faux positif. Quelqu'un qui a un prospect, mais en fait, il n'est pas pertinent pour nous. Ça, après, c'est pertinent si vous avez un cycle de vente qui est plutôt court, parce que si vous vendez sur 6 mois, une fois qu'il y a un lead, après, on va considérer que c'est plus le travail de l'équipe commerciale que du marketing de faire en sorte que le lead arrive jusqu'au bout. Mais si vous avez des fenêtres de conversion qui sont assez courtes, c'est très pertinent de faire ça. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup en ce moment sur la lead gen. Ok. Bon, peut-être qu'on peut faire une synthèse et dire qu'à partir de tout ce que tu viens de dire, comment est-ce qu'on doit
raisonner dans la construction d'un budget marketing. Et c'est peut-être là où on peut parler de saisonnalité. Nous, quand on travaille sur des clients, on a une approche qui est assez simple. On commence par... évidemment, on se base sur les données existantes dans le passé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à peu près combien de chiffre d'affaires on vise pour l'année suivante, et on va essayer de le répartir un petit peu sur les moments où on a notre bonne saisonnalité. Et ensuite, on se dit, OK, quel budget on a pour faire ce chiffre d'affaires-là, au global, au budget marketing au sens large. Et on va timer aussi ce budget, on va le placer dans le temps en fonction des moments où on s'attend à faire beaucoup de ventes, en essayant d'avoir toujours un petit temps d'avance. C'est-à-dire que si en fait vous avez une grosse saisonnalité au mois de septembre, c'est très important d'investir pas mal vers la fin, deuxième moitié ou fin août. Comme ça, vous êtes déjà présent dans l'esprit de vos clients potentiels au moment où eux, ils ont une propension d'achat élevée. Donc on va faire ça, on va répartir déjà dans le temps. Et après, c'est bien de répartir dans le temps. Après, il faut répartir aussi dans l'espace, entre guillemets, sur les différents endroits où on peut mettre de l'argent. Ce qui est très important, c'est d'avoir une partie de votre budget marketing qui est dédiée à deux choses. Un, toute la partie CRM, très important, l'emailing, potentiellement SMS, enfin tout ce qui est le processus de réactivation de clients, très important, c'est de l'argent facile, entre guillemets. Donc ça, il faut mettre les moyens dessus, sur Klaviyo ou sur un autre outil, pour avoir des flows qui soient parfaits. Et un autre élément qui est super important, c'est le contenu. Si vous allez mettre des 1000 et des 100 sur Google Ads, sur Meta Ads, sur YouTube, et qu'en fait vous avez un contenu qui est nul, vous feriez mieux de mettre peut-être 5% de budget en moins sur toutes ces plateformes, utiliser ces 5% là pour créer un contenu qui est 2 fois meilleur à celui que vous avez, par rapport à celui que vous avez. Et en fait, mathématiquement, l'impact que vous avez en mettant un contenu qui est 2 fois meilleur avec 95% du budget que vous aviez prévu d'investir initialement, en fait, vous êtes largement gagnant à faire ça, plutôt que d'avoir un contenu qui est nul, qui vous a rien coûté, et de mettre 100% d'investissement sur les plateformes au lieu de mettre 95%. Donc, il faut être intelligent là-dessus, il faut avoir un bon CRM, avoir une bonne créa, et ensuite, petit à petit, on fait ce que je disais, on commence par les objectifs très bas de funnel, tout ce qui est reciblage, etc. Petit à petit, on remonte. Là, je parle vraiment dans le cas où on commencerait à faire du marketing digital, où on recommencerait, mais on commence par le reciblage, on met une couche, entre guillemets, de conversion dessus, et après, si on se rend compte qu'on est déjà au max et qu'on peut pas mettre plus d'argent, considération, YouTube, Dimension, Meta Video View, en sachant que ce qui est vraiment important, c'est de le piloter de manière dynamique, mois par mois, en surveillant les indicateurs macro, et en étant sûr qu'ils évoluent de la bonne manière. Mais si déjà de base, on a un plan média où on sait où est-ce qu'on va investir notre argent, on sait combien d'argent est disponible pour chaque mois, on sait quel ROMI, quel Return on Marketing Investment on veut faire chaque mois, si on a fait une estimation qui est réaliste, la probabilité de se planter, elle est réduite très 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 fortement. Donc voilà pour répondre à ta question, comment je m'organiserais pour, si je devais attaquer une année, faire un plan marketing bien robuste et efficace pour un client. Paul, merci, je crois qu'on arrive au bout de cet échange. Et, est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais rajouter ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Top. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là. Je te laisse retourner bosser. Merci. Merci à toi.